C'est aujourd'hui le 9 mai, le jour de la fête de l'Europe. Une Europe bien souvent malmenée, accusée de tous les maux. C'est le cas notamment en France. Alors qu'a fait l'Europe pour mériter cela? Où est passé l'idéal européen? On en débat maintenant, c'est La Voix est libre. Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission La Voix est libre, votre émission de débat en Franche-Comté. C'est donc aujourd'hui le samedi 9 mai, le jour de la fête de l'Europe. En 1950, il y a 65 ans tout juste, le français Robert Schuman prononçait un discours qui est considéré comme fondateur de la construction européenne. L'année suivante, en 1951, a été créée la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. En 1957 venait la CE, la Communauté économique européenne. Et puis, depuis 1993, l'Union européenne qui compte aujourd'hui 28 membres, tous pays de l'Europe. Donc une construction progressive. Et pourtant, aujourd'hui, l'Europe est considérée comme étant au point mort. C'est en tout cas ce que disent beaucoup de Français. Alors, pourquoi faut-il relancer l'Europe? Comment? On va en débattre avec nos trois invités qui sont sur ce plateau. Je vous les présente. D'abord Julien Péat, directeur de la Maison de l'Europe, une association chargée d'informer les Francs-Comtois sur les politiques européennes, les institutions, tout ce qui a trait à l'Union. Également sur ce plateau, Jeannie Lagier du Mouvement européen, une association qui prône plus d'Europe, une Europe fédérale. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. Et puis Florian Sapet-Triomphe, président de l'Association des étudiants internationaux de Besançon, un programme phare de l'Union, Erasmus, évidemment, on en parlera ensemble. Alors bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Julien Péat, c'est aujourd'hui la fête de l'Europe. Est-ce que l'Europe a le cœur à faire la fête? Je crois qu'il y a toujours cœur à faire la fête parce qu'il ne faut pas oublier les grandes réalisations de l'Union européenne. Et puis on est le 9, vous l'avez dit. Hier, dans toutes les communes de France, on a commémoré des conflits meurtriers qui ont lieu sur le sol européen. Près de 100 millions de morts en un siècle, si on compte conflit de 1870, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, même si l'Union européenne souffre aujourd'hui d'une sorte d'épuisement de son projet politique, il ne faut pas oublier qu'elle a apporté la paix, qu'elle a apporté la prospérité. Et puis, d'une certaine manière, il y a un essoufflement sur la nature même de l'Union européenne et sur ses finalités. Et là, effectivement, on peut rêver de plus d'Europe. Le problème, c'est que les gens oublient ce que l'Europe a apporté? Je pense que la situation est différente en France et dans la plupart des pays fondateurs par rapport à des nouveaux entrants. Allez demander aux Croates, allez demander aux Roumains, allez demander aux Bulgares ce qu'est pour eux l'Union européenne. Ils sauront vous dire exactement ce qui a changé depuis l'entrée de leur pays et l'adhésion. En France, on a pris l'évolution de la construction européenne au fur et à mesure, à travers de grandes réalisations, de grands dessins, la libre circulation, le marché unique, l'ouverture vers l'Est, la citoyenneté européenne, la monnaie unique, les programmes de mobilité. Et d'une certaine manière, c'est acquis. On a tendance à en faire quelque chose de normal et à oublier que c'est un équilibre relativement fragile, l'Union européenne. Elle n'est pas là, elle n'est pas inscrite dans le marbre, malheureusement, et beaucoup de forces politiques, et même de citoyens, espèrent sa perte. Alors la perte de l'Union européenne, c'est pas ce que vous espérez, je crois. Jeannie Lagier, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'Europe? On va répondre un peu autrement. Vous venez de parler de rêve. On va dire, pour l'instant, c'est un rêve oublié en France. Hein? L'oubli, vous employez le même terme que, oui, c'est un rêve oublié. Mais il faut quand même se souvenir qu'en 50 et en 51, quand Maurice Schuman a fait sa fameuse déclaration, c'était d'une audace et d'un courage extraordinaire pour l'époque. Hein, c'était toute une éthique qui basculait. On sortait de la guerre. On sortait de la guerre. Oui, mais il fallait oser demander à des ennemis, à nos ennemis, de vouloir s'associer avec nous. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y avait du courage là. Alors bon, depuis le traité de Rome, on va dire que l'Union européenne a beaucoup évolué. Et c'est de là, à mon avis, que vient en partie ce problème, qu'on va dire, de rêve oublié. Déjà, d'une part, on n'est plus dans la même dimension géographique. Au départ, on était 6.
C'était les 6 pays fondateurs, ça avait une cohésion, c'était des pays qui avaient des niveaux de vie globalement à peu près comparables, un même mode de fonctionnement. Depuis, il y a surtout ce fameux élargissement de 2004 où les pays de l'Est sont rentrés, suite à la chute du mur de Berlin, etc. Donc, on n'est plus du tout dans la même zone géographique. Est-ce que vous nous dites en creux que 28, c'est trop ? Je ne dis pas que 28 c'est trop pour l'instant, je dis que 28 ça a modifié profondément la manière dont avait été envisagée la création de l'Union, enfin à l'époque c'était pas l'Union européenne, de l'Union européenne au départ. C'est plutôt ça. Est-ce qu'à 28, avec des pays de dimensions différentes, de fonctionnements différents, de niveaux de vie différents, on peut fonctionner comme cela avait été prévu au départ? Ça, c'est pas sûr. Bon, ça, c'est déjà une chose. En plus, après, depuis, il y a la mondialisation. On peut plus, c'est plus la même que dans les années 50. Ça, c'est une évidence, on ne peut pas y échapper. L'économie s'est mondialisée, ça, c'est une réalité également. On va en reparler. J'aimerais donner la parole à votre voisin, Florian Sapétrian. Vous êtes étudiant. Quand on a 20 ans ou un tout petit peu plus comme vous, qu'est-ce que ça représente l'Europe ? Alors, moi, je ne vais pas parler forcément de rêve oublié, parce que c'est vrai que moi, on va dire que je suis plus dans le feu de l'action, finalement. Mais, vous, l'Europe, vous la vivez au quotidien? Voilà, moi, je la vis au quotidien, et surtout depuis quelques années. Comme vous l'avez dit, j'ai vécu une expérience Erasmus, et à la suite de cette expérience, je me suis engagé en Pologne, à Varsovie, pendant un an. Vous allez pouvoir répondre à la question de Julien. Et quand on demande aux Polonais ce que ça représente pour eux l'Union, c'est pas la même réponse que les Français, effectivement, parce que c'est plus récent. C'est sûr. Voilà, c'est vrai qu'il y a une grande diversité à ce niveau-là en Europe et même en général. Et d'ailleurs, voilà, c'est quelque chose que moi j'ai pu expérimenter, toute cette diversité, en pouvant vivre une expérience Erasmus, par exemple. Et pour moi, en ayant fait ce programme d'échange, je me sens vraiment citoyen européen, à titre personnel. Est-ce que vous avez l'impression d'être une exception sur ce point-là? Alors, peut-être pas une exception, mais pas forcément dans une majorité. Je sens pas forcément cet état d'esprit dans la majorité de la population. De la population française? La population française, on va dire. Après, moi, on va dire que je suis engagé dans l'association des étudiants internationaux, où on communique beaucoup de valeurs interculturelles, du partage, du partage même dans cette diversité. Et on va dire que je sens vraiment cette richesse. Alors, c'est international et même européenne, de par ces échanges-là. Et on va dire que je connais beaucoup de personnes qui sentent cette citoyenneté européenne, donc je ne me sens pas seul non plus. Voilà. Et alors, la grande majorité qui ne se sent pas forcément européen, comment vous l'expliquiez et peut-être à qui la faute? Parce que dans les faits, on a tous un passeport européen, par exemple, aujourd'hui. C'est d'abord le passeport européen. C'est vrai. Ouais. Alors, Julien Péa, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi il n'y a pas forcément ce sentiment d'appartenance à une même communauté? Je pense qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance parce que on se sent plus de points communs avec des Italiens, des Estoniens ou des Portugais qu'avec des Chinois ou qu'avec des Sud-Américains. Il faut aussi replacer l'Union européenne effectivement dans le contexte mondial. La question de l'appartenance, c'est une appartenance aussi citoyenne, sociale, voire politique. Et la complexité aujourd'hui de l'Union européenne, dans son fonctionnement institutionnel, dans la lisibilité de ses compétences et de son action, fait que les citoyens ne s'y retrouvent pas forcément. Dans un contexte difficile aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan social, il y a un phénomène de repli sur soi qu'on retrouve un petit peu partout dans l'Union européenne. Et là, qu'on soit dans des pays fondateurs ou dans des pays plus récents, c'est la même situation. Donc la question de l'appartenance, c'est l'appartenance et l'adhésion à un projet. Et encore une fois, et on l'a bien évoqué ici, le projet est un petit peu en panne. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un grand quiproquo? C'est-à-dire que vous nous parlez de projet politique qui s'essouffle, mais c'est quoi le projet politique aujourd'hui en Europe? L'Europe, c'est d'abord un marché, non? Vous avez raison. Le souci aujourd'hui, c'est ce que disait Kennedy dans les années 60 pour les États-Unis. Il nous faut une nouvelle frontière. Pas une nouvelle frontière géographique, parce que d'une certaine manière, depuis l'élargissement... On arrive quasiment au bout du continent, là, voilà, en tout cas aux marges. Le rideau de fer est tombé, mais il nous faut une nouvelle frontière et une nouvelle invention, une nouvelle idée. On en revient toujours là. Et que peut faire l'Union européenne aujourd'hui? Comment elle peut préserver ses valeurs
que ce soit des valeurs de liberté, on parle des droits de l'homme, il existe une charte des droits fondamentaux, mais comment elle peut aussi faire valoir ses atouts de technologie, de recherche, d'innovation, et préserver aussi notre modèle social. Donc la question, elle est là, c'est comment est-ce qu'on peut toujours aller plus loin ensemble, dans le même sens, converger vers des niveaux de vie plus élevés, vers des conditions de vie meilleures, et c'est le sens aussi des décisions que peut prendre le Parlement européen, par exemple. Mais la lisibilité, elle est compliquée. On est à Besançon, qui est la ville natale de Victor Hugo, il a parlé des États-Unis d'Europe, on en est bien loin. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une organisation intergouvernementale. Quand on a dit ça, on a compris le fonctionnement et les blocages. Vous voulez nous dire que c'est ingérable. 28 gouvernements qui travaillent ensemble. Parvenir à des consensus, aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous parliez de lisibilité, j'aimerais vous montrer une photo. C'est les 3 hommes qui, en quelque sorte, dirigent l'Union européenne. Vous allez les voir. Je suis quasiment persuadé que l'immense majorité des téléspectateurs ne les connaissent pas. J'avoue moi-même que pour son visage ne me disait rien. C'est donc Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, président de la Commission européenne, entouré de Donald Tusk, président du Conseil européen. Lui, il est polonais. Et puis, à gauche, c'est le président du Parlement, Martin Schulz, qui est, lui, allemand. Jeannie Lagier, est-ce que, quand on voit ces visages qui ne nous disent rien, ou en tout cas qui ne disent rien à l'immense majorité des Français, on n'a pas résumé l'Europe et le gros problème que ça pose? Alors bon, Julien... C'est qui l'Europe aujourd'hui? Alors justement, Julien vient d'en parler. Le problème, c'est la lisibilité de l'Europe. Là, effectivement, ces personnages-là, on va dire le commun des mortels ne le connaît pas, pratiquement. Et ça, à qui la faute? On peut dire je vous renvoie la question, à qui la faute? À qui la faute? On pense qu'on a quand même l'impression que les politiques, que ce soit les politiques français, est-ce que c'est la même chose dans les autres pays? Je ne suis pas si sûre que ça, ne se bousculent pas pour parler de l'Europe, pour faire la promotion de l'idée européenne par rapport à ça. Et c'est un des fonds du problème. Et ce qui manque surtout, c'est une gouvernance européenne. Parce que parler de personnages publics européens alors qu'on n'a pas un réel gouvernement de l'Europe, on peut venir ici à l'idée de fédéralisme, ça n'a pas une signification réelle. C'est ça aussi le problème. Vous parlez, si on parle du président du Parlement européen, même du président du Parlement européen, ce que tous les citoyens devraient connaître. Parce qu'on les a élus il y a moins d'un an. Oui, parce qu'on les a élus il n'y a pas longtemps. Bon, même ça, c'est pas perçu. Et pourtant, depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen a eu des prérogatives nouvelles. On a renforcé, la démocratie en Europe. On a renforcé la démocratie en Europe, vous le dites. Voilà. Mais parce qu'ils ont plus de pouvoir de contrôle, notamment par rapport à la Commission, qui est souvent accusée d'être un gouvernement technocrate de l'Europe. Alors, vous disiez, on ne sait pas, mais en Franche-Comté, on sait, puisque le commissaire français, il est franc-comtois, c'est Pierre Moscovici. Alors finalement, on a des visages, ou en tout cas des personnalités auxquelles se raccrocher. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que on est dans un système entre deux. Tu en as parlé tout à l'heure, Julien. On est dans l'intergouvernemental d'un côté. C'est-à-dire que les États ont toujours leur mot à dire, ont toujours le pouvoir de décision, etc. Et parallèlement, en plus, on a une sorte de fédéralisme monétaire inachevé. Avec l'euro qui ne concerne pas l'ensemble des pays. Inachevé. Alors comment voulez-vous que, si vous voulez, ce fonctionnement-là puisse être efficace? On est entre deux eaux. Et quand on dit pourquoi on n'arrive plus à parler de l'Europe et pourquoi on n'arrive plus à formuler un projet pour l'Europe, c'est parce qu'on est vraiment entre deux eaux, mais ça évolue beaucoup plus qu'on ne le croit, et d'une manière peut-être un peu souterraine, mais l'Europe, elle est de plus en plus présente. Alors, elle est présente notamment dans les échanges culturels. Vous nous en parliez, Florian. C'est important, effectivement. Mais sur la dimension politique, quelle vision vous avez, vous, quand on vous parle des dirigeants politiques européens? Vous voyez des visages ou ça ne vous parle pas comme l'immense majorité des Français? Bon, moi, j'arrive à voir des visages quand même. Après, je conçois que beaucoup de gens ne mettent pas forcément, ne puissent pas reconnaître ces personnes. Est-ce que par exemple, vous connaissez vos députés européens? J'avouerais que non, pas forcément.
Non, je savais bien sûr, on avait Pierre Moscovici qui était représentant. En Franche-Comté, on a une belle ouverture. Après, dans les détails, non, on va pas... Moi, je suis sûr que vous connaissez votre maire, votre député, voilà, mais comment ça se fait en fait qu'on n'ait pas ce retour d'expérience de nos élus, qu'on n'ait pas d'image de nos dirigeants? Il est où le problème? Les politiques parlent mal d'Europe, la vendent mal, les cartes d'office, pourtant... La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a 74 députés européens français, pour un total de 751. Laissez-moi rappeler qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale et 348 sénateurs. Les 9 députés qui siègent pour représenter la grande circonscription Est dont fait partie la Franche-Comté, ils couvrent 5 régions, 18 départements je crois, et ils sont 9. Et il y a un seul ou une seule franc-comtoise. Et il n'y en avait pas dans la mandature précédente. Et la seule franc-comtoise, je précise, c'est Sophie Montel, également conseillère régionale du Front National. Donc la difficulté, elle est là. Pour eux, il est difficile d'être visible. Encore faut-il qu'ils veuillent être visibles. Ils travaillent à Bruxelles, ils travaillent à Strasbourg. Et il faut bien dire que leur travail n'est pas forcément valorisé par leur propre parti politique et par leurs propres collègues, effectivement, au niveau local ou au niveau des collectivités territoriales, où pour autant l'Union européenne apporte énormément de choses. C'est notamment le cas par l'intermédiaire des fonds structurels européens, dont les régions sont autorités de gestion maintenant. Voilà, les régions maintenant gèrent ces fonds européens. On va voir, puisque l'an dernier a été voté... l'ensemble du budget européen, avec notamment des chiffres précis pour chaque fonds, pour chaque région, et pour la région Franche-Comté sur la période 2014-2020. Vous allez me corriger peut-être, Julien, mais voilà, c'est 680 millions d'euros, les différents fonds. Alors, n'est pas compris dans cette somme toutes les sommes réservées qui concernent la politique agricole commune, tout l'argent qui aide notamment les agriculteurs, les aides directes en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on appelle communément ce qu'on appelait le premier pilier de la PAC. Hein. Là, on a le développement rural, donc tout cet aspect-là. Et je crois que vous oubliez aussi dans le chiffre Interreg, qui est la coopération transfrontalière avec la Suisse. Voilà. Ça, ce sont les fonds qui concernent strictement la Franche-Comté. Ouais. Effectivement, la Franche-Comté bénéficie d'autres fonds avec d'autres régions ou la collaboration avec la Suisse. Voilà. Donc c'est beaucoup d'argent. À quoi il sert cet argent? Pourquoi on en entend si peu parler? Je crois que la région fait maintenant un gros effort de visibilité et de communication. On peut lui reconnaître cela. Cet argent, il redescend du niveau européen pour investir dans des priorités stratégiques de l'Union européenne, qui est la croissance intelligente, la croissance durable et la croissance inclusive. C'est un slogan des objectifs à l'horizon 2020. On peut développer la croissance intelligente. C'est quoi? C'est la recherche et le développement? Voilà, c'est la recherche, innovation, les transferts de technologies, l'aide aux entreprises et au développement des entreprises et même les petites moyennes entreprises. La croissance durable, c'est tout ce qui concerne le développement d'énergies nouvelles, l'environnement, l'efficacité énergétique. Et puis la croissance inclusive, c'est la formation au service de l'emploi, la lutte contre la précarité et le décrochage scolaire. Donc c'est une concentration d'investissement, et ça c'est très important. Les fonds européens viennent toujours en cofinancement, dont le but c'est d'avoir un effet levier pour lever d'autres fonds publics et de concentrer ces investissements dans des domaines qui sont stratégiques pour la vie d'une région. Donc, alors vous avez quelques exemples justement, il y a le pôle véhicule du futur, je crois, par exemple dans la région. Voilà. Témis Science, mais il n'y a pas que les projets à plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a quelques petits projets à 10 000, 20 000 euros sur les circuits courts, sur le fait de pouvoir assurer la diversification dans la production agricole, une petite fromagerie du Jura qui propose la production locale directement aux consommateurs, une minoterie bien connue du Haut-Doubs qui obtient des fonds pour la diversification en agriculture biologique. Dans le nord de la Haute-Saône, une restauration collective commune à une crèche et à une maison de retraite. Donc voilà, ce sont des champs très très importants, et on parlait de lisibilité tout à l'heure, il y a la question de la visibilité. Et là où il y a un enjeu très très important, c'est de faire en sorte que ces acronymes FEDER, FEADER, FSE, LEADER, ce sont le nom des différents fonds européens qui sont attribués à la région. Au final, il faut voir le drapeau européen, comme on peut voir les logos des collectivités qui financent certains projets auprès des citoyens. Oui, mais effectivement, comme il n'y a pas forcément d'interlocuteurs européens, parce que notamment, vous l'avez dit, nos députés européens sont élus de circonscriptions qui sont très grandes et qu'il n'y a pas forcément des francs-comtois pour représenter.
on les voit pas. Les députés européens, ils sont jamais invités, ou en tout cas, ils prennent jamais la parole à l'inauguration de tel ou tel bâtiment financé en partie par l'Europe. On a souvent le préfet, le conseiller régional, le conseiller départemental, mais le député européen, on le voit jamais. Alors, sachez qu'il y a des obligations réglementaires en fonction des montants qui ont été apportés par l'Union européenne. Il y a un certain nombre d'obligations. Je ne commenterai pas effectivement certains manquements dans les projets passés. Alors, Florian, il y a eu une polémique l'an dernier, notamment quand le budget européen a été voté. Pour la première fois, c'était un budget en baisse. Donc là aussi, on peut se poser la question où est l'idéal européen, puisque voilà, les différents États ont décidé de mettre moins d'argent dans le budget européen. Et puis, on a agité comme un chiffon rouge. Attention, le programme Erasmus est menacé. Et c'est vrai qu'Erasmus, c'est un peu l'étendard de la jeunesse européenne depuis des années. Est-ce que ça a fait débat, notamment dans les milieux étudiants, peut-être pas la disparition, mais en tout cas la remise en cause de ces échanges? Oui, alors clairement, ça a fait débat. Moi, je l'avais vécu, j'étais en plein dedans. Alors moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on voit que l'Union européenne touche des thématiques très différentes et diverses. Et on voit que pour les jeunes, il y a un problème de visibilité, forcément. On parle de tous les projets qui sont cofinancés par l'Europe qui ne sont pas forcément visibles. Par contre, les jeunes connaissent bien Erasmus. On a eu le film L'Auberge européenne il y a peut-être 10 ans. L'Auberge espagnole L'Auberge espagnole, parce qu'il y a une déclinaison après. Voilà, l'Auberge espagnole qui a mis un coup de projecteur sur ces programmes. Et on voit que les jeunes sont assez attachés à ce programme. Et pour eux, ça leur parle. Pour eux, c'est l'Europe, et pour eux, ça leur parle. Et ça ne m'étonne pas, personnellement, qu'il y ait eu un drapeau rouge agité à ce moment-là. Parce que là, on va dire que c'est un petit peu la porte d'entrée pour la jeunesse. Alors, plus seulement la jeunesse. Avec Erasmus+, maintenant, ça touche l'ensemble de la population et plus seulement les jeunes. Donc, maintenant, c'est plus large. Mais en tout cas, les jeunes s'identifient beaucoup. Et je pense qu'on ressent quand même, alors même si tout le monde n'arrive pas à mettre des mots sur ces expériences, on ressent, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une citoyenneté européenne qui se développe avec ces échanges-là. Et on sent que, personnellement, j'ai l'impression que ce sentiment d'être un citoyen européen, c'est une condition à ce qu'un développement économique, un dynamisme européen puisse se créer. Et à ça mon concerne avis, combien d'étudiants en Franche-Comté, le programme Erasmus? Vous avez une idée? Je sais qu'à Besançon, il y en a plus de 250 par an. Qui partent ou qui viennent à Besançon? Qui viennent à Besançon. D'accord. En France, on est sur du 30 000 par an. Donc c'est quand même des chiffres assez conséquents, en sachant qu'il y a des pays où il y a encore plus de mobilité. Mais en Europe, c'est vraiment une quantité de jeunes assez importante qui a été, je ne vais pas dire menacée, mais qui a été touchée par cette nouvelle. Et ça ne m'a pas étonné, cette réaction de la jeunesse, et pas que de la jeunesse d'ailleurs. Jeannie Lagier, est-ce qu'il n'y a pas une facilité en France à accuser l'Europe de tous les maux? Régulièrement, on a par exemple les agriculteurs qui, on l'a vu, sont pourtant beaucoup aidés par les subsides européens. Alors, par exemple, la FNSEA qui a fait des manifestations contre la directive nitrate. Il y a eu aussi les agriculteurs bio qui ont manifesté, eux, parce que leurs aides étaient menacées. C'est un peu plus récent. Et puis, à chaque fois qu'une directive mécontente quelqu'un, les hommes politiques trouvent peut-être la facilité de dire oui, mais ça nous est imposé par l'Union européenne. Est-ce que c'est pas un peu facile tout ça? Si, c'est un peu facile. Bon, on est vraiment dans le problème. L'Union européenne, pour les hommes politiques, c'est le bouc émissaire. Bon, on est dans un pays qui est dans un, on va dire, déclin relatif. Tout ce qu'il y a de plus relatif. On reste quand même encore un pays très riche. Mais sur des bases structurelles. Donc, c'est plus facile de se défoncer derrière un bouc émissaire que d'attaquer et d'affronter les problèmes. On est dans un problème franco-français par rapport à ça. Il y a un particularisme français à rejeter la faute sur l'Europe? Moi, j'en ai l'impression quand même. J'en ai le sentiment. Vérifier, j'en sais rien. Mais j'en ai le sentiment quand même. Bon, on est dans un pays où l'Europe apporte beaucoup plus, beaucoup plus que ce que l'on donne. C'est pas le terme exact parce que bon, en chiffres global, non, c'est pas. Mais la participation de la France est légèrement supérieure à ce qu'elle récupère derrière. Oui, mais est-ce que ça veut dire aussi que la solidarité entre pays de l'Union européenne est mise à mal aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ou 40 ans?
Julien Péard. Je sais pas. La solidarité, je vais peut-être continuer. La solidarité européenne, c'est justement le fond du problème. L'Europe, c'est la solidarité. Hein. Ça devrait quand on voit que le budget est en baisse, de la solidarité. Ça veut bien dire que les gens... Là, le budget est en baisse. Là, c'est l'intergouvernemental. Hein. On retombe dans le fond du problème. Le budget est en baisse parce que, effectivement, sur la période prévue 2014-2020, dans les phases de négociation dès 2011-2012, on était au plus fort de la crise financière, donc crise économique, et les États membres avaient déjà du mal à boucler leur propre budget. Donc, s'agissant de contribuer au budget européen, il y avait pas mal de difficultés. Et ça pose aussi le problème plus large des ressources de l'Union européenne. Aujourd'hui, 70% des ressources de l'Union, c'est la contribution nette des États membres. Donc, il faudrait peut-être inventer un autre système. Vous allez nous proposer un impôt européen? Non, mais la taxe sur les transactions financières, qui malheureusement a été avortée au niveau européen, aurait pu être une solution, ou trouver d'autres sources de financement pour faire en sorte que l'Union européenne ait une bonne fois pour toutes un budget propre, une gouvernance économique. On a une monnaie commune, unique à 19, mais il n'y a pas véritablement de budget commun, il n'y a pas de réelle convergence fiscale. Et puis on parlait, on évoquait la question de bouc émissaire. Sur la crise n'est pas née en Europe. Elle n'est encore moins née de l'Union européenne, alors qu'il y a eu des difficultés et qu'on a fait beaucoup d'espoirs déçus. C'est le cas. Si on regarde les sondages d'opinion dans les années 2008-2010, les gens croyaient à l'Union européenne parce qu'ils voyaient la vague venir des États-Unis et on se disait si les États membres ne sont pas capables de tenir, il y aura l'Union européenne comme parapluie et comme bouclier. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça. Il y a eu des erreurs, des décisions qui ont été prises trop tard, qui ont été mal communiquées. Mais au final, on a quoi aujourd'hui? On a une union bancaire, on a la Commission européenne qui doit réviser les budgets. Il y a beaucoup de critiques en France et dans d'autres pays sur ce point-là. Mais au final, on s'est rendu compte que les difficultés de dette, de déficit venaient justement d'un problème de bouclier européen et de surveillance qui n'était pas là. Elle est souvent vécue comme une institution qui sanctionne, qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. C'est comme ça qu'elle nous est présentée. L'Union européenne n'est pas un ovni posé au-dessus de nos têtes. Elle est le fruit de traités qui ont été signés, qui ont été actés démocratiquement dans les États membres, et les compétences de l'Union européenne et les attributions de ces institutions ont été décidées à un moment donné par des personnes qui ont été élues, nos chefs d'État et de gouvernement. Alors, qu'on puisse considérer aujourd'hui qu'il y a un dysfonctionnement dans le processus institutionnel, c'est vrai, c'est le cas, et effectivement on a mal anticipé le fait de passer de 15 à 25 et aujourd'hui d'être à 28. Il y a, quand bien même le Parlement européen élu directement par les citoyens, il y a un fossé entre les citoyens et leurs élus et les représentants. Donc il faut trouver une autre manière de rapprocher justement le processus décisionnel du terrain. Les institutions sont considérées parfois comme étant hors sol. On parle de technocrates. Oui. Bon, il y a 30 000 fonctionnaires européens, c'est moins que pour la ville de Paris. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc c'est là où aussi, je pense qu'il faut prendre un petit peu plus de hauteur. Mais on a besoin que la société organisée puisse aussi avoir son mot à dire. Et c'est le cas dans de nombreux pays. Et moi, je m'en félicite. Il faut du débat, il faut des rapports de force. Est-ce qu'en France aussi, on n'a pas tendance à considérer que l'Europe doit être une grande France ? Et qu'effectivement, on était un des pays fondateurs et qu'on a du mal à se dire l'Europe prend des décisions à 28. Et ce n'est pas forcément le point de vue de la France. Et c'est pour le bien de l'ensemble des 28. Est-ce que là, il n'y a pas encore un grand quiproquo entre les Français et le reste de l'Europe? Oui, c'est aussi une partie du problème en France. Parce que les Français ont toujours imaginé la construction européenne, l'Union européenne. Comment? Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette première partie. Comme le duplicata de la France. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça le fond du problème. Or, l'Union européenne, d'abord, on est dans un fonctionnement très centralisé, qui n'est pas le cas, très centralisateur, qui n'est pas le cas des autres pays de l'Union européenne, oui. Et on est dans des notions de gouvernement totalement différentes. Bon, on poursuivra la discussion dans un instant. Ce sera juste après le flash de midi. On répondra notamment à vos questions, celles que vous nous avez envoyées depuis le début de la semaine sur Internet. Et puis donc, on poursuit ce débat sur l'Europe. Où est passé l'idéal européen? C'est aujourd'hui la fête de l'Europe, vous le savez.